Alors bonjour tout le monde, c'est le cours sur l'anatomie radiologique de la téléradiographie de profil de face en occlusion. Il est destiné aux étudiants de 3e année médecine dentaire. Alors il faut savoir que toute image, lorsqu'on va l'apercevoir, surtout éventuellement d'un objet, elle est due essentiellement à la réflexion de la lumière. Alors que l'image radiologique, elle est due à l'absorption des rayons X au niveau de la structure qu'on va voir. Donc, elle va dépendre de la densité osseuse, de la densité des tissus, et ainsi, donc, elle va dépendre du numéro anatomique de la structure de la matière. Donc, c'est pour cela que nous allons voir sur une radiographie en général des zones radio-opaques, des zones radio-claires et des traits. Alors, comme vous pouvez voir sur cette diapo, effectivement, nous avons des zones où il y a des zones radio-claires. Donc là, ce sont des cavités telles que le sinus maxillaire, des zones radio-opaques, la dent, c'est le dessus dentaire le plus opaque au niveau de l'organisme, donc ça va apparaître comme une structure blanchâtre, nacrée, et également on va voir des traits. Alors tous les traits que vous allez voir, notamment au niveau de la téléradiographie du profil en occlusion, elles sont dues essentiellement à l'absorption des rayons X tangentiellement par rapport aux parois des structures osseuses. Donc tout ce que vous voyez ici, c'est l'absorption des rayons X qui vont s'effectuer de façon tangentielle à la structure de la matière. Alors bien sûr, au niveau de la téléradiographie de profil en occlusion, nous avons besoin d'obtenir une image sans agrandissement et sans déformation. Il faut que l'image de la téléradiographie se rapproche du point de vue dimension de la tête du patient. Pourquoi? C'est parce qu'on va calculer des mensurations millimétrées et ces mensurations millimétrées doivent refléter la réalité. Également, nous allons chercher des angles. Donc c'est pour cela que nous allons placer notre patient au niveau de notre appareillage, la téléradiographie, qui va comporter tout d'abord un tube cathodique par lequel vont émettre les rayons X. Donc c'est ça le tube cathodique. Vous avez également un céphalostat, donc c'est l'appareil de contention où on va poser le patient, où le patient va être fixé en quelque sorte au niveau de cette partie-là. Et puis vous avez une plaque dans laquelle on va insérer le film radiologique dans sa cassette. Nous avons besoin également d'effectuer plusieurs variations concernant le kilovoltage, le milliampérage et le timing d'exposition. Il y a donc une tablette par laquelle on va modifier tous ces paramètres. Alors bien sûr, pour obtenir une bonne téléradiographie sans agrandissement de l'image, il faudrait avoir au moins 4 mètres de distance entre la source radiologique et le film. Mais actuellement, ce n'est plus possible d'investir dans des appareillages aussi lourds et coûteux. Donc c'est pour cela qu'on peut se contenter d'une longueur d'1,5 m et le traitement numérique va effectuer, au niveau de l'appareillage, va transformer cette distanciation de 1,5 mm jusqu'à 5 mètres. Et c'est ainsi qu'on va obtenir, après avoir traité l'image numériquement, une image sans agrandissement.
Pour refléter ces propos, nous devons respecter certains principes, et notamment le principe de la distance focale. Comme vous pouvez constater ici, on a schématisé la source radiologique. A, B, c'est le sujet, donc en quelque sorte, c'est le visage de notre patient. Et à ce niveau-là, c'est la plaque en aluminium où on a inséré notre film radiologique. Actuellement, on peut utiliser des films numériques, mais également on peut utiliser des fibres qui vont à l'aide de l'argent, où l'image va apparaître en exposant donc l'argent, la matière d'argent. Alors, à chaque fois que la distance que vous pouvez voir ici, grand D, est très importante, comme je disais tout à l'heure, de 4 mètres, nous allons obtenir une image A'B', AB, le sujet, A'B', et le taux d'agrandissement, comme vous pouvez constater, A'B', pratiquement il se rapproche de AB. Donc c'est pour cela qu'à chaque fois qu'on augmente la distance D, donc on va réduire l'agrandissement. Contrairement, si on fait avancer le patient à la source radiologique de l'ordre de 1,5 m, 2 mètres, vous pouvez constater que l'image AB, qui est ici, au niveau de la plaque, A'B', elle présente un grand agrandissement. Nous, en orthodontie, on n'a pas besoin d'obtenir des images agrandies. Pourquoi? Comme je disais tout à l'heure, c'est pour obtenir des mensurations tout à fait réelles. Donc c'est pour cela que, avant de procurer un appareillage, de voir donc les paramètres de ce appareillage, nous devons avoir une idée sur son taux d'agrandissement. Et le taux d'agrandissement est calculé par la formule grand A, agrandissement, grand D moins 1, grand D c'est le temps que la distance qui sépare la source radiologique à la plaque, petit d, la distance qui sépare la plaque au sujet. Donc grand D moins 1 fois 100 sur grand D moins petit d. C'est ainsi qu'on va obtenir un taux d'agrandissement à chaque fois que grand D augmente. On peut tolérer un agrandissement de 5%, 3, 4, c'est mieux, mais on ne peut pas tolérer des agrandissements de l'ordre de 20%. Donc ça, c'est la loi de la distance focale. Distance objet-plaque, distance focus-plaque, qui doivent être toujours constants. Pourquoi constant? Parce que lorsqu'on va prendre une téléradiographie avant le traitement, au cours du traitement et à la fin du traitement, on peut les comparer. Si on ne va pas respecter ces distances, donc on ne peut pas effectuer des comparaisons avant, au cours et à la fin du traitement. Alors, la définition de la téléradiographie, comme son nom l'indique, télé-loi, donc c'est une radiographie qui est prise à une certaine distance. Et la distance qu'on a évoquée tout à l'heure, elle doit être au minimum de 4 à 5 mètres. Mais actuellement, on peut s'en passer et l'appareil numérique peut traiter numériquement cette image et nous donner une image à 4 ou à 5 mètres. L'appareil qu'on va utiliser pour obtenir cette téléradiographie, comme je disais tout à l'heure, ça c'est le céphalostat, c'est l'appareil de contention dans lequel on va poser le visage du patient, donc le visage va être à ce niveau-là. Vous avez ici la plaque d'aluminium qui présente une épaisseur qui est beaucoup plus importante dans sa partie supérieure que dans sa partie inférieure. Alors pourquoi cette épaisseur d'aluminium? C'est justement lorsqu'on va bombarder le patient avec un rayon X de l'ordre de 70 kV, les structures molles, notamment le contour cutané, ne va pas apparaître.
Donc, pour atténuer l'absorption des rayons X au niveau des tissus cutanés, nous avons besoin de poser un filtre en aluminium qui va absorber en partie les rayons X. Donc, disons, si on a opté pour 70 kV, il va laisser uniquement 20 à 30 kV. Et les 20-30 kV seront nécessaires pour obtenir le profil cutané. Sinon, si on ne place pas ce filtre, on va obtenir une image sans contour cutané, c'est-à-dire sans avoir la présence du nez, des lèvres et du menton. Mais comme en orthodontie, on s'intéresse à l'esthétique, donc on doit voir ces tissus cutanés. Vous avez ici la source radiologique et puis la petite tablette par laquelle on va faire varier le kilovoltage, le milliampérage et le timing. Voici le céphalostat agrandi. Comme vous pouvez constater que le filtre, c'est un filtre aluminium dans lequel on va placer notre cassette à ce niveau-là. Vous avez également deux tiges, une tige verticale, droite et gauche, qui vont s'insérer au niveau du conduit auditif externe par l'intermédiaire de ce cône. Donc c'est un cône en plastique qui vont s'insérer de part et d'autre au niveau du conduit auditif externe de notre patient. Ce cône en plastique est doté d'une structure métallique à l'intérieur qui va être visible au niveau de la téléradiographie. Donc toute structure métallique va apparaître au niveau de notre téléradiographie et c'est ainsi qu'on va localiser le conduit auditif externe au niveau de notre image radiologique. Vous avez également une autre tige verticale, médiane, c'est une tige frontale qui va se rabattre sur le front du patient et elle a un rôle pour stabiliser la tête du patient. Donc grâce à ces deux tiges, deux tiges au niveau du conduit auditif et une antérieure frontale, nous allons en quelque sorte stabiliser le visage du patient. Et le patient ne peut plus bouger, ni vers l'avant, ni vers le côté droit, ni vers le côté gauche. Ceci est très important. Pourquoi? Parce que si jamais le patient va incliner son visage vers l'avant, ou bien vers l'arrière, ou bien vers le côté droit, ou vers le côté gauche, nous allons avoir un dédoublement de l'image, nous allons avoir une déformation de l'image, et malheureusement, cette déformation et dédoublement de l'image vont perturber les données, surtout mensuration millimétrée, et qui vont être faussées. Donc, on va parler de tangage nul, zéro. C'est comme si un bateau, lorsqu'il va tanguer, il va traverser la vague, il va effectuer un mouvement vers l'avant et puis vers l'arrière. Donc, il va en quelque sorte suivre le mouvement de la vague. Donc, cette tige verticale va éliminer le tangage et va nous donner un tangage nul. Alors que les deux tiges latérales vont éviter tout mouvement de rotation vers le côté droit ou vers le côté gauche à la manière d'un avion qui va effectuer des tours autour de lui-même. Et on parle de roulis. Dans ce cas, le roulis est égal à 0. Pourquoi? Parce qu'on n'a aucune déviation du visage ni vers le côté droit ni vers le côté gauche. Ces paramètres vont nous donner une image radiologique sans agrandissement et surtout sans déformation avec un tangage et un roulis nul. Nous avons besoin également d'un générateur. C'est un générateur qui va transformer le courant alternatif de 50 Hz qu'on utilise pour l'éclairage en courant continu de l'ordre de 70 à 80 kV.
vous avez ici la tablette par laquelle on va manipuler le kilovoltage, comme vous voyez ici 69 kV, avec un milliampérage 120 milliampères et un timing de 0,4 secondes. Donc là, le timing c'est très important, c'est un petit timing très très bref qui va permettre d'obtenir une image sans contraste, sans obtenir une image radio claire qu'on ne peut pas analyser. Également, nous avons besoin d'une unité de développement de fixateur et d'un révélateur avec un appareil qui va sécher la téléradiographie, mais actuellement on n'a plus besoin puisque les films en argent pratiquement ils n'existent plus et ce sont les films numériques qui ont remplacé les films en argent et pratiquement on n'a plus besoin de cette unité de développement dans les appareils modernes qui présentent un traitement numérique. Voici notre patient convenablement placé au niveau de notre téléradiographie de profil en occlusion. La tête du patient, elle est bien calée. Vous pouvez constater que la patiente ne peut pas avancer sa tête et également reculer sa tête puisque là, il y a deux tiges verticales qui vont s'insérer au niveau du conduit auditif externe, côté droit, côté gauche, et puis l'appui frontal va permettre de stabiliser le visage. Vous avez ici la plaque ou le film radiologique, donc, il est inséré dans une cassette et il est donc inséré au niveau de notre filtre en aluminium. Là, vous avez les rayons X et les rayons X vont frapper notre patient perpendiculairement. Il faut que le film radiologique, les rayons, percutent le conduit auditif externe de façon perpendiculaire. Et ceci, comme on va voir tout à l'heure, par rapport au plan de Francfort. Il y a un plan de Francfort au niveau du visage que le radiologue peut visualiser par un signal lumineux et il faut que le film doit frapper le plan de Francfort de façon perpendiculaire. Si on respecte ces notions, on va obtenir une image radiologique sans déformation, avec un bon contraste et ainsi on peut lire, interpréter convenablement la téléradiographie. Ici vous avez la tablette par laquelle on va faire les manipulations du kilovoltage et milliampérage. Sachant que le kilovoltage pratiquement moyen, il est de l'ordre de 68 à 70 kV. S'il s'agit d'un petit patient, on peut diminuer vers les 75. Mais pour l'adulte, c'est aux alentours de 75 kV avec 0,4 secondes timing d'exposition et puis avec un milliampérage de 120 mm. Voici l'image qu'on devrait obtenir, la téléradiographie de profil en occlusion, qui effectivement présente un bon contraste avec toutes les structures osseuses convenablement visibles, sans dédoublement, parce que si jamais la patiente a été virée, présente sa tête vers le côté droit ou vers le côté gauche, on va voir un dédoublement. Mais il faut savoir que la symétrie parfaite du visage n'existe pas. Jamais on peut avoir une symétrie parfaite. C'est pour cela que ce petit dédoublement, il est dû essentiellement à une petite asymétrie qui n'est pas visible. Vous pouvez constater également qu'il n'y a pas de dédoublement d'image. Les corticales externes du contour crânien se superposent convenablement. Donc, c'est une radiographie tout à fait acceptable de point de vue agrandissement, point de vue déformation et point de vue contraste. Donc, nous allons voir, bien sûr, comme je disais tout à l'heure, il y a des images radioclaires, des images radio-opaques, des traits qu'on a évoqués tout à l'heure, qui sont dus essentiellement à l'absorption des rayons X de façon tangentielle. Et là, on peut voir parfaitement le contour cutané. Si on n'a pas placé cette plaque d'aluminium qui va
absorber dans cette partie, en partie, les rayons X, le profil cutané ne va pas apparaître et on va avoir uniquement du noir sans voir le profil cutané. Et comme je disais tout à l'heure, le profil cutané, c'est quelque chose de très important en orthodontie. Alors voyons maintenant rapidement les différentes structures anatomiques de cette téléradiographie de profil en occlusion que nous allons décortiquer, que nous allons étudier, mais l'objectif de cette étude anatomique radiologique, c'est de déterminer des points céphalométriques qu'on va solliciter, qu'on va utiliser dans nos analyses céphalométriques qu'on va voir dans les prochains cours. Les structures anatomiques. Alors voilà, je vais commencer tout d'abord par tracer le contour crânien. Alors on a tracé le contour crânien avec l'os frontal, sa corticale externe, l'os pariétal également avec sa corticale externe et interne, et puis l'occipital, corticale interne et externe. C'est la suture occipito-pariétale, suture pariéto-frontale. Alors pour étudier ou dire que nous avons obtenu une belle téléradiographie sans contraste, avec un bon visionnage des structures anatomiques, on peut détecter l'oreille. Regardez, si je suivais le curseur, donc l'oreille, c'est un tissu cartilagineux qui n'est pas dense, si on le compare bien sûr à l'os, et on peut détecter, regardez, on peut détecter facilement le contour de l'oreille. Si on arrive à détecter le contour de l'oreille, ça veut dire que le contraste est bon. Voilà, j'ai schématisé le contour de l'oreille par cette ligne bleue en structure 9. Mieux encore, on peut voir la cornée, schématisée ici par la structure 8. Donc je ne sais pas si au niveau de votre ordinateur, si vous percevez convenablement ces structures-là, mais disons que ce sont des éléments de contrôle. À chaque fois, on doit les vérifier pour dire ou non que j'ai une bonne téléradiographie de contraste convenable ou non. Lorsque je passe à l'étude des structures molles, et on va commencer par la structure du carrefour aérodigestif. La structure du carrefour aérodigestif est cette partie-là. Tout ce que vous voyez en radio claire et radio opaque. Alors, radio claire, c'est du vide, hein? Le carrefour, il est vide. Alors, c'est ainsi qu'on peut voir la paroi postérieure du carrefour aérodigestif, et à ce niveau-là, vous avez cette dépression. Normalement, cette dépression ne doit pas exister, parce que c'est une téléradiographie d'un patient âgé de 13 ans, et ce sont les végétations adénoïdes. Normalement, les végétations adénoïdes à ce niveau-là n'existent pas. Nous devons avoir une continuité. Donc, ce que j'ai schématisé ici, en pointillé, en vert, normalement, je devrais avoir un carrefour aérodigestif tout à fait rectiligne, tout à fait plat. Au niveau de ce carrefour aérodigestif, nous pouvons détecter le voile du palais qui est là. J'ai schématisé par la figure 3. Alors ce voile de palais, bien sûr, il va apparaître un peu plus dense, et ce voile du palais, normalement, il doit être très fin, exactement comme une lame. Mais malheureusement, vous pouvez constater, c'est un voile du palais assez épais, qui se rabat, qui comble la paroi antérieure du pharynx. Si jamais ce voile de palais est énorme, volumineux, il va en quelque sorte entraver le passage de l'air. Donc en quelque sorte,
le patient va trouver une difficulté de respiration. Pourquoi? Parce que cet espace a été réduit non seulement par la présence de végétation, mais aussi par la présence d'un voile de palais épais et assez long. Ce sont des éléments qui vont nous orienter que le patient est un respirateur buccal. Si ce patient était respirateur nasal, on n'aurait pas dû avoir ces inflammations, en quelque sorte, mais plutôt un voile du palais très réduit, sans végétation, et l'air, bien sûr, va passer facilement à travers les fosses nasales. Ceci a été confirmé par la bouche qui est entrouverte. Le patient présente une bouche entrouverte, il n'y a pas de compétence labiale, c'est-à-dire les lèvres ne se touchent pas, donc le patient est en train de respirer par la bouche. C'est un respirateur buccal qui présente des végétations diluides, un voile du palais épais et surtout un passage d'air très rétréci à ce niveau-là. On peut voir également l'ostéoïde. Normalement, il doit se trouver au niveau des vertèbres C3, C4, un peu plus bas. Également, ce patient présente un goitre. Il y a un tissu adipeux qu'on peut voir ici et une mandibule qui a effectué en quelque sorte une rotation postérieure, c'est-à-dire qu'elle est vers l'arrière, vers le bas et l'arrière. Malheureusement, cette mandibule, lorsqu'elle est en bas et vers l'arrière, elle aussi, elle va effectuer une pression au niveau du carrefour aérodigestif et va entraver la respiration nasale et automatiquement le relais de la respiration nasale va être buccal. Mais il y a des conséquences sur la qualité de croissance de la mandibule, puisque la mandibule, grâce à sa pesanteur, à son poids et surtout les conditions physiopathologiques de la respiration, la mandibule, en effectuant cette rotation postérieure, elle va présenter un décalage entre son maxillaire. Donc ce sont des éléments qu'on doit examiner juste en regardant notre téléradiographie. Avec un aperçu général, on peut détecter toutes ces anomalies. Alors vous avez ici toutes les structures anatomiques de ce carrefour aérodigestif que je vous laisse le soin donc de les voir calmement, mais de toute façon ce cours sera appuyé par un polycopier. Voici le schéma du carrefour aérodigestif dans lequel j'ai schématisé ici le voile du palais. On peut avoir des amygdales, je vais revenir à ce niveau-là. L'amygdale, elle est là. Vous avez une hypertrophie de l'amygdale. À chaque fois que les amygdales sont hypertrophiques, ça veut dire qu'il y a des infections, et notamment des infections orales, des rhinites, des pharyngites qui se répètent. Donc, on peut voir facilement l'adénopathie qui est là. Vous avez des adénopathies, le voile du palais, la glotte, l'épiglotte, l'ostéoïde, les végétations. Et regardez ici, vous avez un rétrécissement de carrefour aérodigestif. Et le passage de l'air ne va être plus nasal. Automatiquement, le patient va respirer par la bouche en empruntant cette voie pour fuir ce comblement, pour fuir ce comblement et surtout pour fuir quelque chose qui va entraver la respiration. Le profil cutané, vous pouvez constater à ce niveau-là le nez, la lèvre supérieure, la lèvre inférieure et le menton, donc qui sont parfaitement visibles. Et ceci grâce donc au filtre d'aluminium qu'on a posé au niveau de la cassette de notre fil radiologique. On va voir maintenant rapidement les structures osseuses de notre visage, de notre tête, et on va commencer par l'occipital.
Alors l'occipital, lorsque vous allez le voir sur la radiographie, il va apparaître disloqué. Vous avez à ce niveau-là la corticale interne de l'occipital, corticale externe et suture occipito-pariétale. Alors que le basi-occipital que vous voyez ici ne va pas apparaître tel qu'on le voit anatomiquement, mais il est reflété, il est disloqué. Et cette structure, le basi-occipital, c'est une structure très importante qui va avoir un rôle très important sur l'orientation de la croissance de la mandibule, et notamment la poussée du condyle mandibulaire. Et ceci grâce à l'action ou à l'activité de la suture basi-sphénoïdale qui est là. C'est cette suture-là. Alors, je vais faire un petit schéma pour comprendre parfaitement ce processus. Et là, c'est très important pour nous de déterminer le basi-occipital pour pouvoir étudier convenablement le schéma de croissance de notre patient. Surtout si on va recevoir un patient vers l'âge de 12 ans, 13 ans, et qu'on sait très bien qu'il y a encore de la croissance, donc nous devons avoir une idée sur le processus, sur le schéma de croissance et sur la quantité de croissance de notre patient. Alors, je disais que le basi-occipital que je vais dessiner ici est une structure très importante pour avoir une idée sur la croissance de la mandibule. Donc le basi-occipital va apparaître comme une forme pyramidale, assez pointue par sa partie postérieure, et surtout qui va coïncider, la partie postérieure pointue, va coïncider avec le condyle de l'occipital. Vous avez notre condyle, l'occipital, les deux corticales qu'on a vues tout à l'heure, corticale externe et interne, et vous allez localiser le condyle occipital, et en cherchant la partie la plus haute de votre condyle, vous allez détecter la forme pointue de notre basi-occipital. Donc la limite de notre basi-occipital va être